Et ben donc Victor, c'est Victor, et je suis Gabrielle. Et on trouvait ça chouette pour vous accueillir là pour le début de ces rencontres, de vous accueillir avec des paroles des coopérateurs et coopératrices de la Chambre d'eau. Et donc c'est un texte qui va être lu, donc ça dure 8 minutes, 8 petites minutes. Et donc avant de prendre ces 8 minutes, je voulais juste vous partager un peu le contexte de départ et les questions que je me suis posées quand la Chambre d'eau m'a invitée pour les 20 ans, pour leur anniversaire des 20 ans, à venir faire une résidence des 20 ans. Ouais. Ah, il faut que je rapproche comme ça? Ah, ok. Donc, qui sont les personnes qui œuvrent au sein de la Chambre d'eau? Donc, pas du côté des artistes ou des fondateurs, mais qui d'autre l'a fait exister dans toute son ampleur? Quel impact peut générer l'engagement dans un projet de ce type, à l'échelle d'une vie personnelle? Et comment les manières de faire locales, donc des cultures et des valeurs, s'associent pour venir enrichir et façonner une dynamique culturelle collective? Donc voilà, c'est avec ce genre de questions que je suis allée rencontrer, interroger 20 contributeurs, contributrices là, de la Chambre d'eau, donc des bénévoles, des salariés, des intervenants, intervenantes. Et donc il y a 7 textes qui ont émergé de ces 20 entretiens, et vous verrez, à chaque fois, c'est 2 voix entremêlées. Donc au début, peut-être que ça bug un peu, mais après, on arrive à peu près à rentrer dedans. Et donc les autres textes seront lus ce soir, il y en a un demain matin aussi, en mode croissant, quoi. Apparemment, Jules César a été bien emmerdé quand il est arrivé là, parce que Il y avait Vincent qui ramait avec une barque en plastique au milieu de l'étang. il essayait d'envahir la Belgique. Et il y avait Hugo et un copain qui faisaient des allers-retours en jouant du basket. Et Et il n'arrivait pas à passer à travers. une personne qui était en train de vider et remplir une caravane. Et il se prenait des cailloux et des lances et des flèches dans la nouille, quoi. Alors j'y étais allée en tracteur pour me mettre à hauteur. Des Belges, le peuple nervien à l'époque. C'est eux qui tressaient les aubépines comme ça, pour les rendre infranchissables. Je pense que c'est une des premières fois, oui, que j'ai été là-bas donner un coup plus matériel, quoi. Parce qu'ils voulaient filmer les 3 moments en même temps. Mais apparemment, ça fait longtemps qu'on a observé qu'en travaillant les arbres de cette façon, ça donnait quelque chose de plus défensif. Après, il y en a eu beaucoup. En même temps, c'est vrai que pour moi, ça n'a pas été une contrainte. Voilà, ça m'a pris 2 heures, c'est pas... C'est hyper récent l'abandon de cette technique. C'est depuis la Seconde Guerre mondiale, avec l'arrivée du barbelé, le remembrement et la mécanisation agricole. Ça aide vachement. Et en même temps, je peux le faire, j'ai l'outillage pour le faire. Pour moi, ça me paraît complètement naturel de le faire. Donc, ce qui est drôle, c'est que c'est l'intention défensive qui a fait naître cette technique de éplesser, qui a servi ensuite pour le pâturage. Et c'est une deuxième technique défensive, le barbelé, qui vient la remplacer. Mais comme les agriculteurs ont toujours fait beaucoup dans les villages, pour les décorations de Noël, ou quand il y a des fêtes et tout ça, il y a toujours un agriculteur qui va prêter une pâture en parking, ou un tracteur, qui va donner un coup de main pour amener des ballots de paille, des barrières et tout. Sauf que celle-là, la éplessée, elle, est plus intéressante que la nouvelle. Elle demande beaucoup plus de travail, ça c'est sûr. Mais souvent, je dis aux gens, ça c'est une clôture qui produit, alors que le barbelé ou le grillage, c'est une clôture qui consomme. Moi, je peux comprendre quelqu'un qui refuse de prêter une pâture pour un festival, comme je fais là pour le Paradisiac Field. Ça fait toujours un peu peur. Parce que les vaches, comme ils arrachent des touffes d'herbe, si au milieu il y a un corps étranger, pfouit, ils l'avalent. Et comme c'est un ruminant, il mâche pas, il y a l'effet transit, ça remonte, ça descend, et du coup, un petit bout de fil de fer, ça peut être très dangereux. Rien que pour forger du barbelé. Si tous les Chinois ils étaient payés au SMIC européen pour aller dans les mines, peut-être qu'on reviendrait à ce genre de truc, parce que ça reviendrait un petit peu plus cher. Mais bon, il suffit de bien expliquer et bien nettoyer. Donc des fois, on a un ressenti du monde agricole qui est souvent mal vu, critiqué. On fait du bruit, on pollue, on salit, machin et tout ça. Puis les gens y voient rarement forcément l'investissement des agriculteurs. Mais il faut continuer à le faire et à montrer que l'agriculture, elle sait donner. Que les gens, ils savent donner. Là, c'est vraiment travailler avec ce qui se produit plus ou moins spontanément. Même si les haies, c'est quand même une construction humaine.
mais c'est que de la matière biodégradable et qui en plus va reproduire de la matière derrière, comme du bois. Donc c'est aussi toute une autre manière de penser. Après, c'est un état d'esprit. L'agriculture travaille beaucoup en commun. Il y a ce qu'on appelle les CUMA, les coopératives d'utilisation de matériel agricole, qui achètent certains matériels qu'on n'a pas besoin d'avoir individuellement. La haie plessée avec des arbres têtards tous les 20 mètres, c'était des petites forêts paysannes, ça. Parce que le fût appartenait aux propriétaires terriens, mais le bois au-dessus devait être récolté par le paysan qui exploitait la terre. On prend des parts sociales, et puis on utilise le matériel selon nos besoins. Et puis après, le coût annuel, ils sont répartis par rapport à ce qu'on a utilisé. Donc, on va récolter du bois sans couper l'arbre. Comme ça, tu n'épuises pas ta ressource, parce que c'est des arbres hyper vigoureux. À partir du moment où tu respectes le cycle de taille et qu'on fait ça à peu près proprement quand même. Ben ça, aujourd'hui, c'est plus de 50% des agriculteurs qui sont adhérents à une CUMA, je crois, en France. C'est des gros réseaux. Ça, on le fait tous les 10-15 ans. On vient retailler toutes les branches du haut et on garde que le fût. Il y a du gros matériel comme les moissonneuses-batteuses, les ensileuses pour récolter les maïs, les céréales, les machines pour faire les presses à boules. Et quand on regarde les arbres têtards, au niveau de toutes les coupes, il y a des bourrelets de cicatrisation qui se referment pas complètement. Voilà, après, il y a tous les matériels pour les cultures, les charrues, les semoirs. Puis après, il peut y avoir des trucs plus petits comme une balayeuse pour nettoyer quand la route elle est sale, des machines comme ça. Et dans ces endroits, ça s'accumule. Il y a les feuilles qui pourrissent, le bois qui pourrit, qui est décomposé, soit par les champignons, soit par les petits coprophages, les lignivores, et ainsi de suite, quoi. Il y a même des exploitations où ils sont en CUMA intégrale. Ils n'ont plus de tracteurs, ils n'ont plus de matériel à eux. Tout est à la CUMA. Après, c'est un état d'esprit, parce que le jour où tu veux faire ça, 5 minutes avant, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui l'a réservé. Bon, c'est tout, tu attends le lendemain. Et dans le temps, on appelait ça le sang de trogne. En fait, c'est du terreau. Et pour faire les petits semis délicats, souvent, il y avait les femmes qui passaient avec des paniers dans la campagne et qui récupéraient le terreau dans les entailles des arbres. Voilà, il faut toujours devancer, planifier, organiser. Mais ça marche beaucoup quand même dans l'agricole, donc ça montre bien qu'il y a une mentalité de travail en commun et d'être engagés ensemble, quoi. Parce que les paysans étaient très malins. Normalement, c'était taillé à hauteur d'homme, en fait, pour pouvoir travailler l'arbre plus facilement et pour que les animaux d'élevage puissent brouter les branches le long du fût. C'est comme l'histoire avec Nestlé. Une bonne partie des producteurs laitiers de la région vendaient leur lait à l'usine Nestlé, qui font des produits laitiers infantiles. Donc c'est Guigose la marque, je crois. Et puis les arbres têtards et la haie donnent de l'ombre aussi. C'est quand même bien fichu, c'est. Et pour pouvoir les plesser, on va fendre à la base. Ça force l'arbre à rejeter au niveau de l'entraille. Il y a une quinzaine d'années, Nestlé a dit « Nous, on ne veut plus collecter le lait. Vous vous débrouillez pour vendre votre lait à qui vous voudrez. » En fait, dans l'écorce d'un arbre, il y a plein de petits bourgeons latents qui attendent pour se réveiller. Ils sont là, c'est du potentiel en fait. Donc c'était un peu une manière de négocier pour baisser les prix. Et le fait d'entailler l'arbre, comme la sève va plus passer par l'endroit où c'est coupé, ça va bloquer là. Et ça va créer un stimulus qui réveille ces petits bourgeons. Et nous, on les a pris au mot, en leur disant écoutez, ok, on va le faire nous-mêmes. Il y a aussi un autre phénomène. Le bourgeon qui est au bout d'une branche, on l'appelle bourgeon apical. Apex, c'est la partie supérieure. Il sécrète une hormone de croissance qui inhibe en même temps les autres potes en bas, les bourgeons latents du dessous. Et au départ, on avait 170 millions de litres de lait collectés par an par Nestlé. Et là, il nous a dit il nous faudrait que 70 millions. Donc on les a pris au mot, on leur a fait un contrat à 70 millions. Donc un arbre, il pousse vers le haut, vers le soleil. C'est le phénomène d'héliotropisme. Mais il y a aussi le phénomène de dominance du bourgeon apical, qui lui accapare un peu l'énergie et la matière minérale, organique, tout ça. Et quand on coupe ce bourgeon, là, du coup, c'est des bourgeons en dessous qui deviennent dominants, et ainsi de suite. Et on a vendu le restant de notre lait à d'autres industriels. Il y a une espèce de hiérarchisation comme ça, chimique, hormonale, qui dirige un peu la croissance des arbres. Donc le fait d'entailler, de réorienter l'arbre, ça chamboule un petit peu l'arbre. C'est un stress qui le force à se régénérer d'une certaine manière, quoi. On a créé une coopérative de collecte. Nous, le fait de reprendre notre volume en main,
Ça mettait les industriels moins forts pour la négociation des prix, et c'est pas mal. Donc, en gros, il y a ceux qui sont en haut et qui chopent toute la sève et qui, à terme, ne développent plus grand-chose. Eh bien, si tu viens entailler la structure mais sans la tuer, ça réveille la base. Parce qu'au départ, on n'avait que 2 clients. Et aujourd'hui, on a les 2 usines Nestlé, on a Solarec, qui est un gros collecteur dans les Ardennes belges. On vend aussi à Schreiber, l'usine Belle de la Meuse. Et ça donne quelque chose de plus vigoureux, de plus intéressant, et puis tout est remis à peu près au même niveau. Après, il y a des plus petites usines, genre, je me souviens plus de leur nom, c'est des gens du Moyen-Orient qui fabriquent du fromage turc, qu'ils exportent en Allemagne majoritairement. Après, on fournit aussi les petits industriels qui produisent du maroilles. Ce qui est rigolo, c'est qu'on dit que quand une haie est bien placée, tu la secoues d'un côté et tu vas la voir remuer jusqu'à l'autre bout. Donc, on a démarré à 110 millions et aujourd'hui, on est à 230 millions de litres de lait, quoi. Et en fait, c'est l'ensemble qui fait la stabilité et la solidité du truc. Donc voilà, on est aujourd'hui 350 producteurs. Donc souvent, on s'amuse comme ça. Quand on a fini de placer, on secoue d'un côté la haie pour voir jusqu'où l'onde se propage. Bon, on s'amuse comme on peut, hein. Les personnes présentes dans la salle dont c'est les paroles se reconnaîtront.